Isarta, la plateforme de référence pour trouver votre emploi idéal ou une formation spécialisée dans les communications, le marketing, la vente et le numérique. Propulsez votre carrière sur isarta.com. Bonjour et bienvenue à la conférence Midi Express d'Isarta. Très heureuse de vous retrouver en si grand nombre et de constater que vous êtes toujours fidèles au rendez-vous. Vous souhaitez optimiser votre lien en communication avec vos clients. Karine Ramani et Myriam Forêt, tous les deux formatrices et consultantes en stratégie marketing web, vont vous expliquer pourquoi et comment vous devez intégrer dès aujourd'hui l'email marketing à votre stratégie. Bonjour Karine, bonjour Myriam. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Merci de nous accueillir pour cette belle formation. Bonjour tout le monde. Alors, Karine, tu as plus de 15 ans d'expérience en marketing, notamment dans l'édition, la vente en ligne et les programmes de fidélisation. Tu es passionnée par la transition numérique et tu aides les entreprises en tant que consultante et formatrice à optimiser leur stratégie de commercialisation en faisant parler leurs données, c'est-à-dire à améliorer l'expérience client pour vendre mieux et plus. Myriam, tu as plus de 10 ans d'expérience en marketing et communication en entreprise et depuis 5 ans, tu offres ton expertise en marketing web en tant que consultante et formatrice également à une clientèle qui souhaite qui souhaite apprendre à mieux communiquer avec leur communauté en ligne. Tes sujets de prédilection sont le marketing par courriel, les réseaux sociaux et le site web. Alors, avant de commencer, je vous invite à activer votre chat en inscrivant votre nom à la droite de votre écran. Vous pourrez poser vos questions à Karine et à Myriam et échanger entre vous. Vous pourrez également répondre au sondage en cliquant sur le bouton bleu « Voter ». Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Karine et à Myriam qui vont vous expliquer la façon de bien intégrer l'email marketing à votre stratégie. Bien, merci beaucoup Isabelle. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui et de retrouver ma comparse Karine. Toujours le fun de donner des webinaires avec toi, ma chère Karine. Karine, on ne t'entend pas, ma chérie. Ah, voilà. Oui, bonjour. Voilà. Oui, je suis ravie. Ça veut dire que je disais bonjour à tout le monde tout à l'heure, mais que personne ne m'entendait. Ben oui, je te trouvais silencieuse. Bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis ravie de te voir, Myriam. C'est toujours un plaisir. On a beaucoup collaboré avec Myriam et puis on collabore encore aujourd'hui. Donc, ça va être un plaisir de partager plein d'informations et de pourquoi vous devez intégrer le marketing par courriel dans votre stratégie en 2023. Ben oui, c'est fantastique. Je vois dans le chat des gens qu'on connaît, entre autres Marie Deschênes. Coucou Marie. Salut Marie. Salut. Ouais, tu dois Donc, pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Ben oui. Alors, Isabelle, peut-être qu'on pourrait lancer la présentation. Fantastique. Alors, petit topo de ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines minutes. On va quand même discuter de beaucoup de choses en très peu de temps, vous allez voir. On va premièrement parler des défis de visibilité et rentabilité qui font que le email marketing, c'est vraiment une très bonne solution pour vous dans votre entreprise. Ça va vous être démontré par Karine qui va vous parler de l'efficacité, la performance et le ROI qu'on a avec le marketing par courriel. Puis on va vous expliquer un petit peu aussi pourquoi que le marketing par courriel, c'est bien plus qu'une infolettre. Ça va beaucoup plus loin que ça. On va également vous parler de la flexibilité et de l'adaptabilité. Oh là là, ça c'est un travail de prononciation. La flexibilité et l'adaptabilité de ce canal de communication. Je vais vous présenter également tout le côté de l'accessibilité des outils qui s'offrent à vous en termes de plateforme. Puis on va terminer ça en beauté avec des checklists pour un marketing par courriel optimisé. Mais avant de se lancer, avant que je vous parle des défis de visibilité et rentabilité, on a décidé de faire ça, c'est ça le fun, un peu interactif avec vous, question de vous connaître un peu plus, puis de lancer un petit sondage. Donc, on serait prête pour la première question. Donc, oui, préparez-vous à répondre. Je vous envoie ça. Alors, la question, à quelle fréquence envoyez-vous une infolettre à vos abonnés? Est-ce que vous diriez que c'est environ une fois par semaine? Est-ce que c'est autour d'une fois par mois? Est-ce que c'est simplement quand j'ai un message à partager, une information à communiquer? Ou est-ce que c'est jamais? Vous n'en avez pas du tout? Ou vous avez une liste qui dort? Je vais juste préciser que c'est bien important de cliquer sur le bouton « Voter ». Donc, c'est un bouton bleu. Ne pas répondre dans le chat. Comme ça, on va pouvoir partager le résultat tous ensemble. Donc, idéalement, tout à fait. Je vois qu'il y en a qui l'écrivent dans le chat.
plutôt répondre dans le sondage. Merci. Cliquez, on veut savoir, on a le goût Ils sont très enthousiastes de partager avec nous, mais c'est vrai qu'on a des sondages comme ça va nous permettre de voir un petit peu quels sont Parce que je suis pas assez rapide, je peux pas tout noter, là, moi. Je sais pas pour toi, Karine, là, mais... ça va trop vite. Ah oui, exactement. 2 fois par semaine, donc, ok. Répondez dans le... Je pense qu'on peut... ok, je vais publier les résultats. Allons-y. Ah, je vois qu'il y en a encore qui répondent. Je vais attendre un petit peu. Allez, je donne encore 5 secondes pour répondre au sondage en ligne. Magnifique, j'ai bien hâte de voir. Évidemment, on aurait voulu vous donner encore plus de choix parce que peut-être que ça ne rentre pas dans une des cases, mais on était limité à 4 choix de réponse. Donc, trouvez celui qui est le plus près, là. Alors, on a quand même une bonne proportion de gens qui y vont sporadiquement quand simplement ils ont un message à publier, à envoyer, à communiquer. Puis le deuxième, c'est une fois par mois. Non, je trouve quand même que... On a quand même un 14% à jamais. Donc, soit des gens qui ont une liste qui dort ou qui ne se sont pas encore lancés. Donc, c'est super intéressant, ça. Ben, c'est très intéressant de voir qu'il y a quand même des gens qui sont déjà actifs avec une infolette. Parce que quand on voit qu'il y a déjà... il y a quand même plus de 50% qui ont une régularité finalement dans leur envoi d'infolette. C'est très intéressant, ça nous donne plein de cues. Et peut-être qu'on va pouvoir convertir ce 14% aussi là, à peut-être se lancer au webinaire d'aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, on va commencer par le premier élément, les défis de visibilité et de rentabilité. Bon, je ne pense pas que vous allez être étonnés. Hein? Moi, je dis souvent, je ne pense pas que vous allez tomber en bas de votre chaise aujourd'hui si je vous dis que, sur des plateformes comme par exemple les réseaux sociaux, la portée organique des publications est en chute libre. Bon, pour ceux qui sont peut-être un petit peu moins familiers, quand on parle de portée organique, dans le fond, le nombre de vues qu'on est capable d'avoir avec notre publication. Parce que ce n'est pas tous vos abonnés sur les réseaux sociaux qui vont voir votre message que vous publiez. Et non, il n'y a qu'un simple petit pourcentage de vos abonnés qui vont voir votre message. Puis ça, au fil des années, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus en train de descendre. On parle de vraiment d'une chute libre au niveau de la portée organique. C'est de plus en plus difficile de se faire voir parmi nos abonnés. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? La publicité, la publication organique, la portée organique, voyons, je vais le dire comme il faut, la portée organique sur les réseaux sociaux, souvent, on se tourne vers la publicité. On dépense de l'argent, on sponsorise des publications pour réussir à se faire voir. Mais, malheureusement, ce qui arrive avec la publicité, c'est que les coûts ont explosé dans les dernières années et les performances ont diminué. C'est plus aussi facile qu'il y a quelques années d'avoir des bons résultats publicitaires sur les réseaux sociaux. Qui plus est, il y a des disparitions des cookies tiers et d'autres mesures de suivi, surtout pour mesurer la conversion, qui est en train de se faire un petit peu partout. Les gens sont de plus en plus sensibles par rapport aux données qui sont publiées, qui sont collectées sur eux, entre autres les données qui sont collectées sur leur visite sur les sites web. Donc, ça aussi, ça fait en sorte que c'est de plus en plus difficile de s'assurer qu'on a une bonne rentabilité lorsqu'on fait des investissements, entre autres, publicitaires. Finalement, les seuls actifs qu'on contrôle vraiment, et je m'excuse, je vois que mon texte est coupé un petit peu par l'image, bref, les seuls actifs qu'on contrôle dans notre marketing web vont être le marketing par courriel, notre base de données et notre site web. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui du fameux marketing par courriel. Donc, je ne sais pas, Karine, si tu avais des petits éléments à rajouter par rapport à ça ou je te passe justement parce que je pense que ça fait ça fait un super lien. Ben oui, tout à fait. Justement, on va parler d'efficacité et de rentabilité. Donc, on parle d'efficacité et de rentabilité et de ROI, donc de retour sur investissement. Aujourd'hui, en fait, j'avais vu une étude, je pense, qui était d'Harvard Business Institute. Je ne saurais vous retrouver la source comme ça. C'était qui expliquait justement que finalement, aux États-Unis, là où les gens investissaient le moins, les entreprises investissaient le moins d'argent, c'était dans le marketing par courriel. C'est pas un investissement, c'était les dépenses. Et donc, les gens dépensent le moins en marketing par courriel. Pourquoi? Parce que finalement, le marketing par courriel en tant que tel, c'est pas un placement publicitaire, ça coûte rien. Une fois qu'on a un outil, ça coûte rien. Donc, pour rebondir justement, ça coûte rien, mais c'est très rentable. En retour sur investissement,
dans tous les clients que j'ai analysés, dans toutes les données que j'ai analysées, c'est ce qui ramène le plus gros retour sur investissement et c'est ce qui fait que, en fait, on a besoin vraiment d'aller pousser ce canal-là qui est très souvent sous-exploité parce qu'en fait, on se dit que le marketing par courriel est mort et il n'est pas mort. Donc, c'est un des canaux les plus rentables, c'est le marketing par courriel et le SEO parce que comme Myriam l'a dit dans la slide précédente, c'est des actifs qu'on détient. Donc, en fait, c'est quelque chose sur lequel, quand on a une base de marketing par courriel, une base de données, elle nous appartient. Une fois que les gens se sont inscrits avec nous, on peut utiliser et rentrer en contact directement avec eux. Est-ce que tu peux passer à la ligne du dessous? Mais oui, bien sûr. Donc, pour $1 investi en marketing par courriel, c'est $38 de retour sur investissement. Donc, c'est vraiment énorme. C'est 38 ou 42 selon les sources qu'on va avoir. Donc, c'est vraiment énorme de retour sur investissement. Moi, les plus gros paniers moyens que je vois dans mon analyse de base de données, ce sont avec le marketing par courriel parce que les gens sont engagés avec vous, ils sont fidèles, ils vous ont donné de leur plein gré leur courriel pour que vous communiquiez avec eux. Je pense que c'est la ligne du dessous, celle-là. Non, c'est l'autre qui suit. Ah, mais c'est pas grave. Ils vous ont donné de plein gré, donc en fait, ils sont déjà plus engagés avec vous. Ils ont déjà créé une relation avec vous qui fait que par la suite, ils vont dépenser davantage avec vous. Le taux d'ouverture moyen d'un courriel est 15 fois plus performant que la portée organique des réseaux sociaux. Mais évidemment, pour faire référence à ce que disait Myriam un peu plus tôt, il y a une chute libre, donc on a beaucoup plus de reach, donc de vue, de visibilité et de portée avec un marketing par courriel que dans nos réseaux sociaux. Parce que dans nos réseaux sociaux, on est noyé, effectivement, on peut être noyé effectivement dans les infolettes, mais n'oubliez pas, les gens se sont engagés et vous arrivez directement dans votre infolette. Donc les gens choisissent de s'inscrire. Et le dernier point, ce qui est vraiment super intéressant dans le marketing par courriel, c'est qu'on voit des résultats très très rapidement. 80% des gens ouvrent votre email dans les 3 heures. Donc, on est capable de voir le taux d'ouverture très rapidement, mais on est capable de voir les interactions de manière très rapide. On est capable de voir des résultats très rapidement. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce qu'il faut que je puisse ajuster ça? Mais on est capable de voir la performance très rapidement. Chose que l'on voit beaucoup moins avec d'autres médiums de l'écosystème numérique, la publicité Google Ads, la publicité Facebook, ça va prendre plus de temps. Là, on voit des résultats très rapidement. Je n'ai pas dit qu'on voyait des bons résultats, on est capable d'évaluer la performance très rapidement. Et ça, c'est quand même un atout majeur. Il faut quand même différencier la performance de la bonne performance. Ben oui, tout à fait. Mais tu sais, de toute façon, ben oui, on peut tirer des conclusions d'une mauvaise performance. Karine, je suis sûre que tu es d'accord avec moi. Tu sais, c'est pas parce qu'on a une mauvaise performance que ça nous aide pas dans notre stratégie. Au contraire, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui fonctionne peut-être un peu moins, puis de pouvoir réajuster notre stratégie, parce que c'est ça l'important avec une stratégie, c'est de pouvoir la réajuster en cours de route si on est en train de se planter puis qu'on est en train de rentrer dans le mur. Il y a une question qui est que canaux plus rentables sont le marketing par courriel et le SEO. Qu'est-ce que vous voulez dire par SEO? SEO, c'est tout ce qui est optimisation de son site web pour remonter dans les moteurs de recherche. Donc, à chaque fois qu'on va améliorer son site web pour que notre site web remonte dans les moteurs de recherche par rapport à des mots-clés de notre activité. Par exemple, si j'ai une animalerie dans laquelle je vends de la nourriture pour animaux, si on veut remonter dans nourriture pour animaux, on va créer du contenu pour que notre site remonte dans les moteurs de recherche, quand on va faire la requête nourriture pour animaux. Ça va nous permettre, c'est quelque chose qui est le plus rentable parce que la plupart du temps, ce qui amène sur un site web, il y a 2 choses qui amènent sur un site web, c'est le trafic direct et c'est le trafic qui vient de recherche organique, donc qu'on va appeler SEO. La seule chose avec le SEO, c'est que c'est une stratégie qui va devenir payante, mais vraiment sur le long terme. Fait que le marketing par courriel, ça peut être un bon tampon entre les deux jusqu'à temps qu'on ait des résultats réellement probants là, avec notre SEO. On a d'autres questions qui sont arrivées dans le chat. C'est super le fun. Est-ce que le marketing par courriel fonctionne mieux sur une tranche d'âge en particulier?
Ben écoute, moi, je te dirais que non, ça va fonctionner en fonction de vos personas. Ça va être dépendamment de à qui vous vous adressez. Tu sais, certaines entreprises vont avoir plus de résultats avec certaines tranches d'âge. Donc, je pense pas que ça fonctionne mieux avec une certaine tranche d'âge. C'est sûr que les jeunes sont peut-être un petit peu moins courriels que des personnes un peu plus dans la moyenne d'âge, disons. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué, mais on n'a rien de donné là, qui pourrait nous dire que ça fonctionnait avec une tranche d'âge, en tout cas pas à ma connaissance. À la tienne, Karine, est-ce que Et tu... moi, je pense que c'est pas seulement la tranche d'âge qui va influencer sur la performance. Effectivement, il y a le segment de clientèle, il y a l'activité dans laquelle on est, quel type d'activité on peut avoir. Et aussi, en fait, moi, ce que j'englobe, et puis je pense que tu es d'accord avec moi, Myriam, moi, j'englobe dans marketing par courriel les actions qui se font par SMS, par message texte, qui aujourd'hui ont une Tout certaine à portée fait. ou peuvent avoir un bon retour sur investissement. Donc, il y a quand même pas mal d'actions qui peuvent être mises en place à travers des données qu'on récolte ou dans lequel, en fait, finalement, c'est les gens choisissent de s'inscrire, puis ils veulent recevoir votre contenu. Donc, à partir de là, c'est vos clients, c'est les abonnés qui vont choisir s'ils ont envie de recevoir votre contenu. Donc, on n'est pas dans une... En fait, là-dedans, en fait, il y a plusieurs stratégies marketing en termes publicitaires ou en termes de communication. Il va y avoir les stratégies plus push dans lesquelles on va pousser des informations aux clients quand on va faire une publicité, par exemple, sur les femmes de 35-55 ans pour leur vendre, je sais pas, du maquillage, par exemple, du maquillage éco-responsable, ben là, on va dire, les femmes de 35-55 ans veulent du maquillage éco-responsable, on leur envoie une publicité. Puis là, en marketing par courrier, les gens choisissent de recevoir. Donc, on n'est pas dans le même type de relation qu'on peut avoir. Donc, je trouvais que c'était important de dire que pour moi, ça va dépendre de plein de facteurs. Puis à partir du moment où les gens s'inscrivent, c'est qu'ils ont envie de recevoir vos informations. Est-ce qu'on Donc, a... on a deux questions qui Oui, reviennent, donc de la part de Julie et de oui, la part de de Marie-Noël. Marie-Noël par rapport au bon, c'est quoi un bon taux d'ouverture au niveau des courriels? Ouais. Si tu veux, je peux te laisser prendre la balle, puis je rebondirai Alors, le avec la bon balle taux sur d'ouverture. ta Alors, réponse. oh là là, il y a plusieurs choses. Un bon taux d'ouverture. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la métrique taux d'ouverture devient un petit peu obsolète. On peut plus se fier au taux d'ouverture comme on se fiait avant au taux d'ouverture parce que depuis qu'il y a des systèmes d'exploitation, notamment le système d'exploitation de iOS, qui est le système d'exploitation notamment des iPhones, fait en sorte que le signal de l'ouverture est brouillé. Donc cette métrique-là est un peu biaisée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par un bon taux d'ouverture? Ben, ça dépend, hein, ça dépend. On peut, en fait, je dirais que c'est vos métriques qui vont définir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon par rapport à la moyenne de votre année. Mais on va dire que ça va dépendre aussi des industries. Dans les médias, on a des taux d'ouverture qui sont extrêmement bons. Dans le e-commerce, on a des taux d'ouverture qui sont moins bons que dans les médias. Par exemple, à partir du moment où vous vendez des choses, on a des taux d'ouverture qui sont moins bons. Par exemple, en moyenne, dans le e-commerce, on va dire qu'on a aux alentours de 15%. Dans les médias, on va avoir un 50, 60, 70%. Une bonne moyenne serait entre 30 et 40%, sachant que, entre guillemets, aujourd'hui, on ne peut pas se fier aujourd'hui autant à cette métrique que ce qu'on pouvait se fier avant. Toujours apprendre entre guillemets et puis je vais pas trop parler parce qu'on est capable de faire la jazette très longtemps là-dessus, de prendre en fait ces performances-là. Si vous avez toujours eu un très bon taux de 50% de taux d'ouverture et que tout d'un coup ça drop à 30%, peu importe votre industrie, c'est-à-dire que là vous avez une problématique qui est que vous avez un taux moins bon. Mais regardez par rapport à vos métriques à vous. C'est surtout ça qui est important. Est-ce que vous améliorez votre taux d'ouverture? Est-ce que vous améliorez votre taux d'interactivité, votre taux de clic dans vos courriels? C'est ça qui va être important de suivre que de regarder un bon taux en général.
Exactement, je suis d'accord avec toi. Et pour rebondir un petit peu aussi là-dessus, puis sur une question qu'on a justement de Maud là, qui parle des KPI à surveiller au niveau du marketing par courriel, surtout si on ne vend rien, ben ça va être le taux de clic, hein, parce que c'est pas parce qu'on ne vend pas un produit qu'on ne veut pas mettre des clics dans notre des liens plutôt dans notre courriel pour que les gens cliquent. Par exemple, moi j'ai une de mes clientes qui elle va parler beaucoup de gaspillage alimentaire. Elle a un blog. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans son infolette? On met des petits extraits qui amènent les gens sur les articles de blog. Et c'est là qu'on va venir mesurer avec le taux de clic qu'est-ce qui intéresse les gens, de quoi on devrait parler, qui sont les sujets d'intérêt sur lesquels elle devrait miser à l'avenir en termes de production de contenu. J'ai une question de Simon, juste pour te dire, Simon, on en parle un petit peu plus loin. Donc, je n'ai pas manqué ta question. On va parler des outils dans quelques instants. On a, pour terminer, doit-on alors se fier au taux de clic par rapport à l'ouverture? Si oui, quel est un bon taux pour cette donnée? Ben, c'est sûr que votre taux de clic va être vraiment plus bas que votre taux d'ouverture, c'est normal. Encore une fois, ça va être de comparer vos taux de clic d'une campagne à une autre pour essayer de les augmenter et d'avoir le meilleur taux de clic possible. Moi, j'ai des campagnes, des fois où j'ai des taux de clic de 20%, j'en ai qui vont être à 5%, donc ça dépend vraiment là, d'une campagne à l'autre. Mais généralement, là, si vous avez quelque chose qui tourne autour d'un 20% dans un taux de clic, c'est excellent. Ouais, Je c'est sais pas si tu énorme. voulais rajouter là. Oui, c'est énorme. 20%, Voilà. c'est énorme. Moi, je serais plutôt entre 5%. Après, c'est toujours des moyennes. L'essentiel, c'est de suivre effectivement vos performances d'une campagne à une autre et de voir leur évolution. Exact, tout à fait. Donc, continuons avec peut-être le marketing par courriel. Ben, c'est plus qu'une infolettre. Hein. Souvent, on a tendance à penser marketing par courriel égale infolettre. Souvent, pour que les gens s'inscrivent, c'est ce qu'on va marquer, même hein, abonnez-vous à notre infolettre. Mais on peut aller beaucoup plus loin que de présenter une infolettre qui est envoyée de manière régulière dans laquelle on partage plusieurs informations à nos abonnés. Comprenez-moi bien, c'est excellent d'avoir une infolette, c'est une très, très bonne idée, mais il est possible de venir faire d'autres actions en marketing par courriel que d'avoir une infolette. Et il est également possible de faire du marketing par courriel sans avoir une infolette. Tout n'est pas mutuellement exclusif, c'est-à-dire qu'on peut faire du marketing par courriel qui n'est pas des infolettes et on peut avoir parfois dans notre infolette des éléments qui sont purement des choses qui proviennent du marketing par courriel excluant les infolettes. Pour vous donner une petite idée, on a regroupé les éléments en 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est les envois de marketing par courriel de type relationnel. C'est ceux qui vont toucher au cycle de vie de votre abonné. Hein, premièrement, on va pouvoir lui envoyer un message lorsqu'il s'abonne, hein, un message d'accueil qu'on appelle également un message de bienvenue, qui est généralement un courriel qui va être automatisé et qui va permettre de venir tout de suite se présenter, présenter un petit peu quel type de communication on va faire au niveau de notre marketing par courriel, à quoi les gens peuvent s'attendre en termes de communication. On va généralement aussi vouloir diriger les gens soit vers une de nos offres ou une de nos pièces de contenu maîtresses qui peuvent ensuite consulter, qui leur est utile. Puis, on invite également les gens à garder le lien avec nous, donc peut-être via d'autres canaux, par exemple nos réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres types de courriels qu'on peut envoyer dans les courriels de type relationnel? Bien sûr, hein, il y en a plusieurs. On vous en donne un autre exemple ici qui est pour les anniversaires. Donc, d'envoyer un courriel spécifique à une date spécifique pour notre abonné. Ça pourrait être la date à laquelle il s'est abonné à nos communications. Donc, à chaque année, on lui dit hey, « ça fait un an que tu es un de mes abonnés » et on mixe le tout peut-être avec un petit élément promotionnel qui est notre deuxième catégorie. Donc, les courriels marketing promotionnels, eux, visent à quoi? Visent éventuellement à faire des ventes. Puis, on dit vente, mais ça pourrait être pour quelqu'un qui ne fait pas de vente, une inscription à un événement. Ça pourrait être calculé comme, par exemple, une vente. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette catégorie de courriels promotionnels? Bien, tous nos produits forts, hein, les produits qu'on veut mettre de l'avant, qui sont nos produits chouchous, mais également nos nouveautés. Lorsqu'on a des nouveaux produits qui arrivent. Également, tout le volet purement promotionnel. Hein, quand on a des ventes spéciales, des promotions pour un temps limité, des coupons rabais exclusifs qu'on va envoyer à nos gens qui sont dans notre infolettre. Donc, tous ces courriels-là qui souvent, on va se le dire, se ramassent, hein, si vous êtes sur Gmail, dans l'onglet justement
promotionnels. Mais c'est pas parce qu'ils tombent dans l'onglet promotionnel qu'ils ne seront pas lus. C'est sûr qu'il y a un pourcentage de gens qui ne les verront pas, mais il y en a certains, vos fans, vos grands abonnés, ceux qui interagissent avec votre contenu, ben, ils vont aller les chercher. Puis plus ils vont interagir avec votre contenu promotionnel, plus il y a de chances que celui-ci se retrouve dans l'onglet principal. Donc ça, c'est également très, très important à savoir. Et notre dernière catégorie, c'est le transactionnel. Donc là, les gens sont passés à l'action, sont devenus clients avec nous. C'est tout ce qui va toucher le cycle de vente. Donc là-dedans, on va retrouver, là, je dis ceux qui sont passés à l'action, mais en fait, mon premier, c'est pour ceux qui, justement, ne sont pas passés à l'action. Hein. On a les paniers abandonnés. Ça, peut-être que vous avez déjà reçu des courriels comme ça. Vous êtes allé sur un site, vous avez commencé à magasiner. On met des choses dans le panier, puis pouf, on fait d'autres choses, on ne passe pas à l'action pour X raison que ce soit. Puis à un moment donné, on reçoit un petit courriel qui fait comme « Ah, je pense que tu as magasiné chez nous, tu as laissé des choses dans ton panier, mais tu n'as pas passé à l'action. » Et ça nous invite comme ça à passer à l'action. Parfois, c'est lié avec une promotion. Donc, un petit côté promotionnel, on nous donne une livraison gratuite, on nous donne peut-être un code promotionnel et parfois non. Donc, ça, c'est selon notre stratégie. Également, lorsqu'on passe à l'action, ben, on achète, donc on a un courriel de confirmation d'achat. On va recevoir également parfois notre facture. Et si un bien nous être envoyé, ben, il va y avoir les informations d'expédition, les informations de livraison, donc plusieurs courriels, plusieurs communications qui vont arriver jusqu'à ce que la personne reçoive son bien chez elle. Puis, on essaie que ça s'arrête pas là. Une fois que la personne a reçu le produit, on va vouloir également taper dans la fidélisation avec différentes communications pour aller chercher ben, de la rétroaction, des témoignages, des avis clients et éventuellement stimuler le réachat avec des promotions. Est-ce que tu voulais rajouter un petit quelque chose là-dessus, Karine? Je regarde le chat en même temps, voir si tu as des questions. Le panier abandonné, c'est quand même une des actions qui va générer d'aller récupérer. Quand on met pas de... Si vous avez une boutique e-commerce et que vous n'avez pas mis en place votre stratégie de panier abandonné, vous laissez énormément d'argent sur la table. On est capable de récupérer 10% de perte d'achat en mettant en place une stratégie de panier abandonné. Soyez créatifs, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous dans les paniers abandonnés. Moi, j'ai vu des séquences des paniers abandonnés très, très fun de qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu es passé dans un tunnel, est-ce que ton téléphone s'est arrêté pendant que tu faisais la commande. Donc, des choses qui vont faire sourire les gens et qui vont faire en sorte qu'ils vont passer à l'action. En fait, une des raisons aussi pour laquelle il y a beaucoup de gens qui abandonnent leur panier, puis ça doit être un signal pour vous peut-être de repenser votre stratégie, c'est que tout ça, c'est des signaux. Hein. Il y a des gens qui abandonnent leur panier. La plupart du temps, c'est parce que les frais de port sont trop élevés. Donc, essayez de réfléchir aussi à ça derrière. Donc, il y a toutes les notions. Je voulais juste confirmer le panier abandonné parce que c'est des actions très faciles à faire qui peuvent gagner gros. Et aussi, tout ce qui est fidélisation, ça nous permet aussi on a acquis des nouveaux clients. C'est vraiment le marketing par courriel est le roi de la fidélisation. On va pouvoir faire énormément d'actions pour aller chercher nos clients, les fidéliser, faire en sorte qu'ils dépensent plus avec nous en leur offrant des offres cross-selling, de produits croisés par rapport à des produits qu'ils ont déjà achetés, puis aussi de regarder un petit peu leur cycle de vente, où est-ce qu'ils en sont, et puis leur rappeler que, par exemple, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus chez le coiffeur et que d'habitude, ils viennent aux 2 mois et que là, ça fait 3 mois qu'ils ne sont pas venus. Donc, ça permet aussi de réactiver des clients qui n'étaient plus présents. Alors, il y a des questions. Oui, on a une question de Mélodie qui demande est-ce qu'il existe des données sur quel type de courriel marketing génère le plus de désabonnements? Ben, moi, je te dirais que ce qui risque de générer beaucoup de désabonnements, ben, ça va être de des courriels qui sont peut-être envoyés trop fréquemment, des courriels qui sont pas assez, c'est pas tant des types, mais que c'est plus qu'est-ce que le courriel contient, des courriels qui vont être envoyés sans que la personne se soit réellement abonnée, tu sais, parce que on est capable d'envoyer des courriels, par exemple, quelqu'un qui devient notre client, on commence à lui envoyer des courriels, puis là, soudainement, on a une infolette, puis on commence à lui envoyer une infolette, alors que la personne ne s'est pas nécessairement abonnée à notre infolette. Ça, c'est sûr qu'éventuellement, ça va générer des désabonnements, puis évidemment, ben, du contenu qui va être pas pertinent. Hein? Ça, c'est un gros red flag. C'est pour ça que c'est important de regarder dans nos statistiques également, quand on envoie des campagnes, on parlait de KPI tout à l'heure, mais de regarder nos désabonnements. Est-ce que là, soudainement, on a une grosse vague de désabonnements après un type d'envoi particulier? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un drapeau rouge qui se lève par rapport au contenu qui a été envoyé.
Je sais pas si tu voulais rajouter là-dessus, Karine? Bah, sur le désabonnement, moi je dirais c'est que c'est surtout de tenir la promesse qu'on fait en amont. Donc ce qui se passe aussi, c'est que souvent là quand on va s'abonner à on s'abonne à une infolette par exemple ou à des courriels envoyés par une marque qu'on aime bien, ben c'est important de gérer en tant que vous, si vous mettez un formulaire sur votre site, ce qui est important c'est de bien gérer les attentes. Donc gérer les attentes, gérer les préférences, on va le voir peut-être un petit peu par la suite, c'est d'expliquer aux gens que ben voilà, ils s'inscrivent, ils vont recevoir X nombre d'infolettres ou de courriels qui vont venir de votre part par an, par mois, par année. Ça permet aux gens aussi à quoi ils vont s'attendre. Parce que moi, je me suis inscrite un jour chez Simon et j'en ai reçu 2 fois par jour. Donc, je peux vous dire que j'ai tiré la plug parce que la fréquence était trop élevée, puis elle n'était pas adaptée à mon besoin. Donc, c'est vraiment important de gérer les attentes, de pouvoir expliquer aux gens qui doivent gérer leurs préférences aussi à l'intérieur de ce formulaire. À partir du moment où on gère les attentes en amont, on va avoir des gens qui vont bien être plus engagés et qui vont s'engager pour les bonnes raisons. Donc ça, c'était pour... Ça amène un point super le fun qui fait le lien avec une autre question qu'on a reçue, qui est quelle est la fréquence idéale pour l'envoi d'infolettes, qui est souvent une question qu'on on se fait fréquemment poser, évidemment. Puis là-dessus, j'ai le goût de faire une première partie de réponse, puis tu pourras compléter. Je dirais que ça va vraiment dépendre, encore une fois, de vos personas, parce qu'il y a certaines personnes qui vont pas vouloir recevoir beaucoup d'infolettes. C'est sûr que l'exemple de Karine 2 fois par jour, c'est un non, c'est un non complet. On parle plus d'envoyer peut-être une fois par semaine ou une fois par mois environ. Là. Je vous dirais que c'est 2 bonnes fréquences. Si on fait plus qu'une fois par mois, c'est comme trop espacé. Une fois par mois, c'est un bon rythme pour avoir une bonne qualité d'information qu'on va passer. Sauf si on a beaucoup de choses à dire. Parce que moi, je vois ça des fois, là, des infolettes qui sont envoyées mensuellement, mais il y a tellement d'informations, c'est trop. À ce moment-là, vous êtes mieux d'en faire peut-être à toutes les semaines pour passer cette information-là, mais que ça soit plus digeste. Hein? On va avoir de l'information, ça va être un petit peu plus court, on va être capable de la consommer sans se décourager après quelques secondes dans notre infolette. Donc ça, c'est bien là, de venir le tempérer. Puis évidemment, ça dépend quel type de communication marketing on va faire. Est-ce que c'est justement une infolette avec beaucoup d'informations ou est-ce que c'est un petit courriel avec une promo de la semaine? Ça aussi, ça va varier là, en fonction de qu'est-ce qui va mieux fonctionner selon le type de courriel qu'on envoie. Là, qu'est-ce qu'un taux de désabonnement normal alarmant? Alors après, ça dépend de la taille de son audience, ça dépend de la taille de sa base de données. C'est sûr que supérieur à 1%, là, quand il y a des statistiques qui ont été consolidées chez Mailchimp, en général, c'est en dessous de 1%, un taux de désabonnement. Exact, en dessous de 1%, c'est Après, normal. ça dépend de la taille de... C'est sûr que si on a une base de données qui a 100, puis qu'il y en a 5 qui se désinscrivent, ça va monter très vite. Plus on va avoir une base de données grosse, moi je dirais que c'est une taille critique, disons qu'on a 1000 abonnés, c'est 1% de personnes qui se désabonnent. Puis pour rebondir sur ce que disait Myriam, effectivement, c'est que, et puis de rebondir aussi sur la promesse qu'on fait, c'est que, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut envoyer. Puis l'infolettre, c'est pour partager des informations qui vont être utiles pour notre client cible. On va en parler un peu plus tard et puis on en parle pendant nos cours pas mal, beaucoup, autant moi que Myriam. C'est que, en fait, c'est important d'être pertinent pour notre cible, mais c'est important de ne pas la bombarder d'emails promotionnels. On peut envoyer d'autres choses que des emails promotionnels. Il y a des choses qui peuvent être très pertinentes pour votre audience qui ne sont pas faire la promotion de vous. Ce qui est important, c'est que ce soit utile pour votre client final. Donc, c'est toujours avoir un objectif de, OK, j'ai mon objectif. Pour moi, c'est un message, un objectif et avec quoi votre lecteur va ressortir. Qu'est-ce qui va être utile pour lui? What's in it for me? Avec quoi il ressort? C'est ça qui va être vraiment important. Exactement. Donc, on a une question de Sophie. Qu'est-ce que vous pensez d'un système de blog par courriel plutôt que des séquences relationnelles promo transactionnelles? Ben, c'est ça, c'est pas mutuellement exclusif. Là, quand on parle de blog par courriel, moi, je vois ça vraiment dans l'infolettre. C'est une infolettre. Donc, comme je disais, les infolettes, c'est très, très bon. Puis, dans notre infolette, on peut intégrer du promotionnel, on peut intégrer tu sais, c'est pas nécessairement complètement mutuellement exclusif. C'est juste qu'on peut, en plus de notre infolette, avoir d'autres types de courriels qui viennent s'ajouter. Et si on n'a pas le goût de s'investir dans une stratégie d'infolette parce que
on n'a pas de blog, parce qu'on n'a pas le goût de faire des courriels plus storytelling qui vont parler de manière éditoriale de qu'est-ce qui se passe dans notre entreprise à chaque semaine, on peut quand même faire du marketing par courriel en se tournant vers les autres types de courriel marketing. On n'a plus que 10 minutes. Donc, on a une question et après, il va falloir on a plein de choses à vous dire encore. Ben oui, on a le deuxième petit sondage à faire aussi. Ouais, on a le deuxième petit sondage. Mais alors, quelle est la longueur d'une infolette mensuelle qui divulgue l'information? La longueur idéale. Alors, moi, je vous suggère un truc qui, en général, ça marche pour les publications LinkedIn, ça marche pour les infolettes. Lisez à voix haute ce que vous allez raconter. Puis, dites-vous, est-ce que vous vous ennuyez ou pas quand vous lisez votre infolette? Il faut que ce soit agréable à lire. Il faut que ce soit facile et que ce soit digeste. Donc, je vois, moi, de pacter beaucoup d'informations parfois. Moi, je vois les infolettes, je veux juste les fermer. Donc, soyez... Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas juste la longueur qui est importante, c'est qu'est-ce que tu vas présenter. Il faut pas que ton texte soit trop petit, il faut que ce soit assez gros. Toute ma formation que je donne là, sur le contenu, là, il y a une grosse partie de ça qui est justement là-dessus. On parle de la ligne de flottaison, qu'il faut mettre l'information la plus importante en haut, qu'il faut faire attention aussi parce que parfois, comme dans des Gmails, l'intégralité du message est coupée. Donc, je donne plein d'exemples justement là-dessus. Je pense que Karine, c'est important, c'est ça, c'est la qualité versus la quantité. On va vouloir présenter, que ce soit pertinent, qu'on s'ennuie pas, que ce soit lisible, que ça respire, qu'on puisse voir un petit peu le contenu, plus qu'une longueur fixe là, pour le contenu. Il faut que ce soit agréable à l'œil, puis il faut que l'information la plus importante soit placée en haut dans une typographie qui soit lisible. Je pense que c'est surtout ça la clé. Oui, c'est beaucoup, ça dépend, mais ce qui est important, c'est que ce soit intéressant pour le lecteur en bout de ligne. Oui, voilà. Donc, on serait peut-être prête, Isabelle, si tu voudrais lancer le deuxième petit sondage. Donc, on vous rappelle de ne pas voter dans le chat et de voter avec votre bouton bleu, je crois. Voter. Exactement. Merci, Myriam. Alors, j'affiche le sondage. Alors, la question... Oui, veux-tu la lire? Ben oui, à moins que tu voulais la lire. Écoute, j'étais pas... Non, vas-y. C'est surtout pour les réponses parce qu'on ne voit pas toutes les réponses. Oui, exact. Donc, quel est votre plus grand défi par rapport au marketing par email? Donc, le premier bouton, c'est savoir par quoi commencer. Hein? On est un peu perdu, on ne le sait pas trop. Deuxième, trouver des abonnés, grossir notre liste. Le troisième, obtenir des bons résultats, avoir quelque chose qui est performant, qui est efficace. Et le dernier, quelque chose de plus technique, automatiser des envois en fonction des comportements. Donc, parmi ces quatre-là, lequel est votre plus grand défi que vous vivez actuellement? Vous avez le droit d'appuyer que sur un seul bouton. Malheureusement. Oui, c'est vrai. Bien. Alors, je laisse encore un petit 5 secondes. Je vois que des gens répondent encore. Juste d'ailleurs, pour vous préciser, effectivement, normalement, la conférence dure 45 minutes. Là, je pense que ça va durer un petit peu plus longtemps. Je veux pas non plus vous presser, Karine et Myriam. Et puis, pour ceux qui devront nous quitter, normalement, la vidéo sera disponible dans 3 semaines sur le site. Donc, et puis, vous sera envoyé également par courriel. Alors, je vais pouvoir publier les résultats. Oui. Tadam! Oh, c'est très partagé, hein, quand même. Très, ouais. Trouver des abonnés, obtenir des bons résultats, automatiser. Donc, mais on a vraiment, il y a quand même savoir par quoi commencer, trouver des abonnés, ça, c'est quand même... c'est la base, hein. Souvent, ceux qui veulent commencer, c'est là que ça va bloquer plus. Bon, mais excellent. Donc, on est prêt à continuer. Karine, je te laisse aller avec le prochain point. Alors, on parle de segmentation. Alors, le segmentation, c'est pas un gros mot, c'est quelque chose de tout à fait sain. En fait, si je peux vous résumer quelque part, et puis on en parle tout le temps quand on fait du marketing en général, et plus particulièrement dans le marketing par courriel, c'est que parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc, effectivement, on a des clients qui sont nos clients cibles, et parmi nos clients cibles, on peut en avoir plusieurs. Je vous prends par exemple, en fait, moi, j'ai un client avec lequel j'ai travaillé qui a une application de course à pied. Et ben, c'est les clients qui vont acheter cette application de course à pied, et ben, ils peuvent avoir des niveaux différents. Ils peuvent être débutants en course à pied ou des gens qui courent des marathons. Donc, en fait, on ne va pas parler de la même manière à des gens qui vont débuter dans la course à pied que des gens qui vont s'entraîner pour dépasser leur performance dans un marathon.
Dans ce cas-là, on va créer 2 segments de clientèle, les débutants et les coureurs marathoniens. Il y en a une catégorie au milieu, mais c'était vraiment pour faire la distinction, être très dichotomique et de dire, à partir de ce moment-là, on va envoyer des messages différents en fonction de nos différents segments de clientèle. Donc ça va être important de le faire. On peut les segmenter en fonction de nos clientèles cibles, mais on peut segmenter aussi en fonction des intérêts. Moi, je fais référence souvent à comment ça s'appelle, à l'infolettre qui est faite par le quartier des spectacles. Et le quartier des spectacles, quand on s'inscrit, on a 4 cases à cocher qui sont différentes. Donc, on peut cocher les jardins Gamelin, le quartier des spectacles, et donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir des infolettes qui vont être adaptées. On va recevoir uniquement le contenu sur lequel on va cocher. Donc ça, c'est la segmentation. Elle se passe autant au niveau, donc vous voyez, de la clientèle cible que du contenu qu'on va pouvoir offrir. La personnalisation, on a un truc qui est vraiment super avec nos outils, évidemment, les outils qu'on a disponibles, c'est la personnalisation. Qu'est-ce qu'on entend par personnalisation? Donc, on va personnaliser notre contenu effectivement en fonction de nos différents, mais ce qu'on va pouvoir aussi, c'est intégrer des informations que vont nous donner nos abonnés quand ils vont s'abonner. C'est que par exemple, ils vont nous donner leur nom et leur prénom. C'est beaucoup plus agréable de recevoir un message en fonction de notre segment de clientèle, de qui on est, mais aussi avec notre prénom et notre nom dans le message. On a l'impression que ça s'adresse davantage à nous. Moi, je suis un gars qui s'appelle Steve Toiteau, que je vous recommande de suivre, qui fait du marketing pour le e-commerce spécifiquement. Donc, je me suis abonnée à sa liste email. Par la suite, je l'ai même contacté et on est devenus amis virtuels parce qu'il est à l'autre bout du monde. Et en fait, à chaque fois qu'il m'envoie un message, j'ai l'impression qu'il s'adresse à moi parce qu'il a compris mes problématiques. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que ce message, c'est pas un message de masse, c'est un message personnalisé one-on-one. Ce que ça nous permet, la personnalisation, c'est de créer une connexion directement avec la personne. C'est la raison pour laquelle c'est important de faire une segmentation et ensuite d'envoyer des messages personnalisés. Qu'est-ce que ça nous permet d'autre? La flexibilité, l'adaptabilité de l'outil, ça nous permet de la connectivité. Un bon outil de marketing par courriel va se connecter avec l'entièreté de notre écosystème numérique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, je l'ai vu avec beaucoup de mes clients, c'est que, par exemple, ils prennent leurs informations, ils les extraient par exemple, de leurs données de billetterie et ensuite, ils vont les intégrer dans le marketing d'outils par courriel. Non, c'est pas comme ça qu'on veut que ça fasse. On veut que notre outil de billetterie soit connecté avec notre outil de marketing par courriel. Donc, on va pouvoir directement actionner des comportements. On veut, par exemple, contacter les gens qui ont on veut faire un rappel de spectacle sur les gens qui vont venir ce soir. Là, on va sélectionner toutes les personnes qui ont un spectacle qui viennent ce soir et on va leur faire un rappel de spectacle. Donc, c'est très important cette connectivité. La connectivité, on la retrouve où aussi? La plupart des outils vont nous permettre d'aller récolter des informations sur notre site web pour que les gens s'abonnent. Et à partir du moment où ils vont s'abonner sur notre site web, ces informations vont directement aller dans notre outil de marketing par email et on va pouvoir par la suite communiquer avec eux. Donc, en fait, c'est de dire qu'un bon outil doit être capable de se connecter avec tous vos outils d'écosystème. Il fait partie intégrante de votre écosystème. En fait, complètement partie intégrante de votre écosystème. Donc, je vous renvoie sur comment parfois on choisit un outil. Ce qui est important, c'est de savoir un bon outil pour moi, c'est un outil qui se connecte bien avec l'extérieur, qui va bien se connecter avec un CRM, qui va bien se connecter avec votre Shopify ou avec votre WooCommerce, qui va bien se connecter avec votre site web. Tout ça, c'est très important. Ensuite, ce qu'on peut faire et en quoi c'est vraiment, on a vraiment énormément de flexibilité et d'adaptabilité dans une stratégie de marketing par courriel, c'est qu'on peut autant convenir d'envoyer du contenu uniquement exclusif. Quand je dis contenu exclusif, c'est par exemple, moi je suis inscrite à la Place des Arts, à l'infolette des Places des Arts, et moi je reçois en avant-première, comme une VIP, les spectacles pour pouvoir acheter mon spectacle en avance. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler du contenu exclusif, puis où on pourrait avoir recyclé son contenu.
Par exemple, quand on parle d'intégrer des billets de blog à l'intérieur, des bouts de billets de blog à l'intérieur de notre infolette, ça va s'appeler recycler notre contenu. Notre contenu, en fait, je pense que vous en parlez beaucoup plus avec Myriam que moi, c'est qu'en général, on va passer 20% de notre temps à créer notre contenu et 80% de notre temps à le diffuser. Et donc, quand on va avoir cet écosystème marketing numérique qui intègre notamment le marketing par courriel, ben on va pouvoir diffuser notre contenu à travers le marketing par courriel. Le marketing par courriel, ça sert à quoi? Donc, je vous parlais un peu plus tôt de Steve Toiteau qui m'envoie des infolettes. Et ben moi, à chaque fois que Steve m'envoie une infolette, et ben je lui réponds. Je lui envoie des messages. Je dis ah c'est chouette ce que tu as fait là, je trouve ça intéressant. Puis on commence à engager une conversation. Une infolette, du marketing par courriel, c'est pas de la communication unidirectionnelle. Vous n'êtes pas en train de juste de pitcher des informations. Le but c'est de créer une relation avec le client. Ça va passer au point suivant, améliorer l'expérience client. Mais ce qui est important, c'est vraiment de communiquer. La communication, c'est pas juste, c'est d'écouter. Donc, on peut aussi intégrer notamment des sondages, notamment de poser des questions et d'attendre des retours, un peu comme ce qu'on fait là aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment important de dire, ben voilà, vous avez des questions, très souvent, posez-les à votre audience, ils vont être capables de vous répondre. Vous savez pas par exemple, vous savez pas quoi publier comme contenu, posez-leur des questions. Vous allez générer de l'interaction. Et c'est ça qu'on veut. On veut créer, parce que c'est à travers cette communication directionnelle, à travers cette interactivité, les échanges, que la confiance va se bâtir. Et à partir du moment où la confiance se bâtit entre vous et votre clientèle cible, là, par la force des choses, par la suite, qu'est-ce qui se passe? L'achat ou la conversion va se faire relativement naturellement. En quoi c'est important aussi de développer une stratégie marketing par courriel? C'est pour améliorer notre expérience client. Pourquoi on veut améliorer notre expérience client? Parce que de plus en plus aujourd'hui, et particulièrement dans le monde du numérique, on est de moins en moins face à notre clientèle cible. Comme on est de moins en moins face à notre clientèle cible, qu'est-ce qui se passe? Le seul contact qu'on a avec les personnes, c'est justement les médias sociaux, et les emails qu'on va pouvoir leur envoyer. Et alors, à chaque fois qu'on va avoir justement des points de contact avec cette personne, que ce soit le fait de s'abonner à l'infolette, le fait de faire un achat, le fait d'avoir un rappel pour un spectacle, tout ça, ça va améliorer l'expérience client. Ça va nous donner énormément d'infos sur si la personne veut bien communiquer avec nous. J'ai un bug. On t'entend toujours, Karine. Ça va, Karine? Oui, ça va, j'ai eu un petit bug. C'est pas ma tête, c'est mon écran qui glitch. Donc, je disais que, en fait, ce qui est important, le marketing par courriel vous permet de garder un lien que vous avez beaucoup moins, puisque vous avez moins pignon sur rue. Parce que quand on a un pignon sur rue, on est capable de dire est-ce que vous êtes satisfait, est-ce que vous êtes content de votre expérience? Tout ça, ça va se passer par email. Donc, ça permet de prolonger l'expérience ou de créer une expérience qu'on a pu ou pas hors ligne. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Karine, je te dirais seulement de peut-être écrire dans le chat le nom de la personne que tu as citée, Steve. Ah ouais, Steve. Donc, écris dans le chat le nom de cette personne le temps que je continue avec la suite. Donc, j'ai une petite question de Véronique. Véronique, pour comment concrètement créer de l'interaction dans une infolette, c'est justement ce que je propose dans ma formation là, qui est donnée chez Isarta. On a mis les liens là, des formations un petit peu plus en haut. Mais entre autres, c'est les exemples que Karine a donnés, par exemple, avec des sondages en posant des questions, en allant vraiment à la source, en demandant aux gens de s'exprimer. C'est une des façons là, d'aller chercher cette interactivité-là au travers des sondages. On peut même pousser le tout avec jusqu'à de la gamification, là, donc de la ludification, qui est un concept de plus en plus discuté. Puis, j'explique justement quels outils on est capable de prendre pour aller montrer le tout. Alors, dernier point avant qu'on passe, je crois, à la checklist, c'est l'accessibilité des outils. Donc, il existe une multitude d'outils, de plateformes desquelles vous pouvez choisir pour faire votre marketing par courriel. Vous pouvez choisir des versions, certaines ont des versions gratuites, certaines n'ont que des versions payantes. Toutes celles qui ont des versions gratuites offrent, dépendamment du nombre d'abonnés que vous avez, éventuellement des versions qui sont payantes.
Les tarifs sont différents d'une plateforme à l'autre, donc c'est important d'aller bien regarder son budget et d'aller voir qu'est-ce qui est disponible. Également, au niveau de l'accessibilité des outils, la plupart sont très, très simples d'utilisation. Vous n'avez pas besoin de connaître le HTML, le code. Vous pouvez, grâce à des templates ou des gabarits, simplement en mode glisser-déposer, de venir construire facilement votre infolette. Et il existe une multitude de démonstrations en ligne, de tutoriels et de formations pour pouvoir aller pousser vos connaissances, vos compétences un petit peu plus loin là, en termes de montage d'infolettes. On a également une belle flexibilité au niveau des outils, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent être très, très simples, vous permettre simplement d'envoyer des petits courriels et on en a d'autres qui ont des fonctionnalités très poussées qui vont jusqu'au CRM. Donc, encore une fois, en fonction de vos besoins, vous allez être en mesure de trouver l'outil qui est celui qui va être votre chaussure à votre pied, qui va correspondre à vos besoins. Le choix de l'outil va se faire en fonction d'une multitude de facteurs. Vous allez pouvoir regarder, au niveau du service à la clientèle, de la langue qui est disponible, du pays également qui fournit l'outil. Si c'est important pour vous d'encourager, par exemple, une solution locale, on a des outils comme CyberImpact qui existent, qui sont des solutions québécoises, alors qu'on a d'autres qui viennent d'ailleurs dans le monde. Si jamais vous êtes une compagnie, vous avez besoin d'une compagnie qui est française pour X raisons que ce soit, par exemple, dans la protection des données parce que vos clients sont là-bas, puis qu'il y a des réglementations qui sont en place, peut-être que ça va être une meilleure solution pour vous, etc., etc. Pour vous aider à vous y retrouver, on vous a fait une petite liste des différents outils avec des avantages, inconvénients là, de chacun. Évidemment, c'est pas nécessairement exhaustif là, parce qu'il en existe, comme vous voyez, une multitude. C'est ceux qu'on connaît. MailChimp est probablement le plus connu. Moi, j'ai un petit faible pour MailerLite, qui est beaucoup moins cher et il y a beaucoup plus de fonctionnalités que MailChimp, surtout dans les versions gratuites qui permettent de faire plus d'automatisation. CyberImpact, comme je mentionnais, qui est une solution québécoise qui est quand même aussi un très, très bon choix. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre une petite capture d'écran, une petite photo là, de tout ça pour le conserver. Sinon, vous pourrez réécouter le webinaire puis aller chercher là, les noms des différentes plateformes. Après ça, c'est encore une fois en fonction de vos besoins. C'est là que le choix va se faire entre les différentes plateformes. Donc, on termine avec nos checklists. Puis parce qu'on voulait vous en donner plus pour votre argent, on n'en a pas une, on en a deux. Karine, elle va vous présenter la checklist pour avant de commencer, avant de se lancer dans le marketing par courriel. Et moi, je vais vous en présenter une pour optimiser. Donc, Karine, la parole est à toi. Alors, avant de commencer, l'idée, c'est de savoir où est-ce qu'on s'en va. En fait, c'est d'avoir des objectifs clairs. Comme on disait, en fait, le marketing par courriel, le marketing par email, ça va s'intégrer dans votre stratégie marketing globale. Donc, à partir du moment où on s'en va, on sait où est-ce qu'on s'en va globalement sur son marketing, mais on va être capable de définir un plan d'action qui va être adapté à nos objectifs, mais spécifiquement pour le marketing par courriel. Donc, c'est vraiment important de revoir, quand je dis stratégie marketing claire, c'est qui vos segments de clientèle, à qui vous adressez, c'est quoi vos objectifs global marketing, est-ce que vous voulez augmenter les ventes, augmenter la notoriété, tout ça, ça va vous permettre de créer des plans d'action avec des objectifs spécifiques au marketing par courriel. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est de faire grandir sa base de données de manière légale. On en parle principalement dans mon cours, je pense que Myriam ne touche pas à ça, c'est quelles sont les lois en vigueur, parce qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi, on ne peut pas ramasser un email comme ça dans la rue et le mettre dans sa base de données. Donc, c'est vraiment important de faire grandir sa base de données de manière légale. On a beaucoup de lois qui sont là et il y a notamment la loi 25 qui commence à être de plus en plus stricte. Il y a plusieurs volets qui s'en viennent, donc ça va être important de faire ça de manière légale pour pouvoir communiquer avec eux sans se prendre la justice à dos. On va faire ça de manière dans les règles de l'art. Donc voilà, ensuite définir ces segments de clientèle, je l'ai parlé un peu plus haut, mais c'est vraiment de savoir à qui on parle pour avoir aussi des bonnes informations à envoyer aux bonnes personnes. Moi, je dis souvent qu'une stratégie marketing, c'est envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. C'est exactement ça dont on a besoin. Donc, c'est ça qu'on va vouloir faire justement dans une stratégie de marketing par courriel.
et puis, il y a une chose qu'on fait au tout début et qui est vraiment importante. On va faire grandir sa base de données par courriel, mais de manière légale, mais pas n'importe comment. On va accueillir nos nouveaux abonnés de manière agréable en créant des messages de bienvenue et autres séquences pertinentes. Je vous dirais principalement. On met ces séquences, on met son message de bienvenue et on crée, si on a une boutique en ligne, sa récupération de panier abandonné. Je dirais que c'est les deux choses à faire en premier. Donc ça, c'est la checklist avant de commencer / début. Donc le début, c'est de savoir où est-ce qu'on veut s'en aller, avoir des actions claires, faire grandir sa base de données, c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre ses formulaires, comment on va récupérer ces informations, tout en s'assurant d'avoir un cadre légal clair, en segmentant bien sa clientèle pour leur envoyer le bon message au bon moment et d'automatiser les messages de bienvenue et de panier abandonné. Je vais laisser la parole à Myriam pour la seconde checklist. Merci, merci. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, que tout est bien structuré, qu'est-ce qu'on fait là, une fois qu'on a commencé à envoyer nos messages pour être sûr de bien optimiser le tout? Premièrement, hein, c'est de créer du contenu qui va générer de l'engagement. Puis on va le faire avec un contenu qui apporte de la valeur à notre auditoire. Donc, c'est là qu'on va commencer à se questionner sur nos personas. Qu'est-ce qu'ils aiment recevoir? On va regarder nos statistiques, nos données pour voir, OK, les gens, ils cliquent sur quoi? Qu'est-ce qu'ils aimeraient consommer? OK, je vais leur en donner encore plus de ce type de contenu-là. C'est ça dont ils ont besoin. Ensuite, on va venir également adapter notre stratégie en fonction de nos contraintes et de nos ressources. Hein? Des fois, on a des choses qui se passent dans notre entreprise, il y a des choses qui arrivent aussi à l'extérieur au niveau de l'environnement. Il faut réussir à être flexible au niveau de notre stratégie pour pouvoir s'adapter. Une bonne stratégie, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de réussir à la faire bouger dans le temps. Il faut qu'elle soit flexible. On va vouloir privilégier toujours la qualité à la quantité. Ça, c'est vraiment important de se mettre ça en tête. Des fois, on a tendance à, comme on disait tout à l'heure, bourrer nos infolettes d'informations. Pensons à épurer, à en enlever, à aller à l'essentiel en privilégiant ce que les gens vont considérer comme étant de la valeur au niveau de l'information qu'on va leur fournir. Puis parlant de faire du ménage, hein, de privilégier la quantité à la quantité, il faut penser également à aller nettoyer nos bases de données, c'est-à-dire à aller supprimer certains de nos abonnés. Nos abonnés qui sont inactifs, on ne va pas nécessairement vouloir les garder dans notre base de données. Puis là, ça peut peut-être surprendre certaines personnes, hein, parce que là, on parlait des désabonnements et tout ça, mais c'est sain et normal de vouloir se, entre guillemets, débarrasser de nos points morts, c'est-à-dire des gens qui se sont abonnés à notre contenu, qui ne le lisent pas puis qui ne se sont pas désabonnés. On va vouloir les supprimer de nos listes pour avoir des listes qui sont saines, pour éviter que ça nous coûte de l'argent pour rien, pour éviter d'avoir un coût écologique où on envoie des courriels qui sont conservés quelque part, qui sont jamais supprimés, qui sont jamais lus. Et également pour nos statistiques personnelles, pour voir, avoir une vraie vision des choses. OK, les gens qui veulent réellement recevoir notre information, c'est à eux qu'on veut s'adresser. Donc, ça sert à rien de conserver dans notre base de données les gens qui ne sont pas intéressés à recevoir nos communications. Et le dernier point, qui fait plaisir autant à Karine qu'à moi, c'est de penser à bien analyser nos résultats pour mesurer notre performance et donc adapter notre stratégie dans le temps. Donc ça, c'est parfois un petit bout qui est oublié. Hein? On pèse sur envoyer puis on se dit « Ah, le travail est terminé ». Mais non, il faut penser à aller regarder nos résultats. C'est très important. Donc voilà, ça se termine ici. On a dépassé effectivement un petit peu dans le temps. Oui, on a un peu dépassé. Je pense que c'est parce qu'on pourra en parler des heures. Hein, oui, oui, tout à fait. Puis on avait plein de belles questions aussi là, qui arrivaient dans le chat. Oui, effectivement. Alors, merci beaucoup Karine et Myriam. Alors, je vais juste partager avec vous, en fin de compte, vos formations. Donc, j'ai un petit problème pour le partage. Entre-temps, c'est pendant que tu cherches, j'ai une petite question de Christine Lépine qui demande au niveau légal, pouvons-nous intégrer notre lien d'abonnement à l'infolette dans notre signature Outlook avec les liens de nos médias sociaux? Oui, tout à fait. Après ça, c'est aux gens de faire la décision consciente de s'abonner à notre infolette. Donc, point de vue légal, il n'y a aucun problème. Voilà. Puis alors, on envoie sur un formulaire qui coche toutes les bonnes pratiques.
Exact. Alors voilà, la formation de Myriam, création de contenu et d'infolettes et d'email marketing, c'est le 6 juin. Et les formations de Karine, ça va arriver. Donc, il y a une formation avant le 6 juin, c'est mesurer ses performances numériques en fonction du tunnel de vente, comme tu en parlais un peu tout à l'heure. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est le 1er juin. Développer et optimiser sa stratégie de marketing par courriel le 6 juin. Et également, améliorer l'expérience client en exploitant ses données transactionnelles, c'est le 27 juin. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Merci Isabelle et Isarta pour la fantastique invitation. Et merci Karine, ma comparse, Merci, pour le webinaire. Oui, on s'amuse beaucoup avec Myriam, comme toujours. Ben oui, toujours. Alors également, je vous remercie donc Karine et Myriam et également tout le monde de votre présence. Vous étiez pas mal nombreux aujourd'hui. Alors j'espère que ça a été enrichissant. Nous, on se donne rendez-vous le 26 juin pour le dernier Midi Express de la saison. Ça sera avec Richard Saad où il sera question de la création de marque. Alors, bonne fin de semaine. À bientôt. Merci, bye bye, bonne fin de semaine. Bye bye.